Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Voilà ce que l'on peut retenir en ce vendredi 5 juin. Une exposition fait sensation en ce moment au château de Versailles. Anish Kapoor propose du 9 juin au 1er novembre ses œuvres monumentales, une vision qu'il veut politique à l'occasion du tricentenaire de la mort de Louis XIV. La Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux a 10 ans. Elle a été inaugurée jour pour jour à 5 juin. La structure devrait disparaître. Les associations se mobilisent. Une manifestation est prévue ce vendredi soir. Un médiateur de l'enseignement pour la ville de Plaisir. La convention vient d'être renouvelée. Le médiateur intervient auprès des familles dans les écoles et collèges du quartier du Valibou. Et puis dans quelques instants avec mon invité, nous parlerons du festival Alternatiba qui a lieu samedi et dimanche à la Verrière. Mais donc, Anish Kapoor, tout d'abord à Versailles. L'inauguration officielle se déroulait ce vendredi matin en présence de l'artiste plasticien de 61 ans, originaire de Bombay. 6 œuvres exposées en grande partie dans les jardins, parmi lesquelles ce vortex baptisé d'Ascension, ou encore cette corne d'abondance sur le tapis vert du nom de Dirty Corner, mais déjà surnommé par ses détracteurs qui ont beaucoup d'imagination, le vagin de la reine. Car cette nouvelle exposition a fait polémique, elle divise. Anish Kapoor l'assure, il a voulu bouleverser l'équilibre dans les jardins de le nôtre tout en préservant l'intégrité physique du lieu. Inutile donc pour l'artiste, selon l'artiste, de chercher uniquement des connotations sexuelles. On l'écoute. Vous ne pouvez pas voir ça uniquement de cette façon. Vous ne pouvez pas être sérieux avec cette question. Voir cette œuvre uniquement de cette manière ne fait aucun bien à l'histoire, au travail que j'ai fait. L'argument politique est un argument assez ridicule. Il faut faire attention avec les interprétations à sens unique. Ça ne mène nulle part. Je comprends qu'il y ait des polémiques sur l'art contemporain à Versailles. Elles ont toujours eu lieu. Je crois même qu'elles avaient lieu probablement si on retrouvait les écrits de l'époque du temps de Louis XIV, parce qu'on était d'accord ou pas avec un artiste. Je pense que donc c'est normal que le débat existe sur la présence de l'art contemporain à Versailles, mais je pense que certaines polémiques sont inutiles, voire excessives. Et puis c'est un reportage complet à retrouver dans notre édition de lundi, des propos recueillis par Wilfried Richie et Patrick Jacques de Dix. Mais justement, l'art contemporain a-t-il sa place au château de Versailles? C'est la question que nous sommes allés vous poser aujourd'hui même dans les rues de la commune. Versailles, ça reste quand même notre patrimoine, et rajouter des choses assez nouvelles, je pense que ça ferait tâche dans le décor. On est plutôt classique, voilà. L'art moderne ne goûte pas trop, surtout dans les manifestations au château de Versailles. Je trouve ça d'une laideur épouvantable. Moi, je n'ai d'obstruction contre aucun art tant qu'il n'abîme pas ce qu'il y a sur place. Pourquoi pas une certaine ouverture, mais rien de choquant. Dans le parc du château, ça me gêne pas trop, mais je me souviens d'une exposition où c'était dans les salles. Il y avait des choses qui, je trouvais, étaient un peu, qui me heurtaient ma sensibilité. J'aime beaucoup ces expositions éphémères parce que, ça met un peu de nouveauté, un peu de distraction. C'est très agréable de voir, de visiter le château et de voir toutes ces œuvres contemporaines. Une information cinéma pour continuer à nouveau multiplex en projet. La commission départementale d'équipement commercial vient de valider le projet d'implantation d'un cinéma à Coignières. Ce dernier devait être installé en lieu et place de la fabrique rue des Arpents, une ancienne plateforme logistique de 18 000 mètres carrés inoccupée depuis 1 an et demi. Ce multiplex pourrait compter 10 salles d'une taille moyenne de 1230 fauteuils au total. Et puis à Maurepas, un autre projet est aussi en cours, 8 salles et 1700 fauteuils dans la zone de Paris-Ouest. Alors, y a-t-il trop de multiplex? Est-ce que cela fait de l'ombre au cinéma de quartier? C'est la question qui sera débattue dans le 7-8 Société de mardi prochain en direct à 18h30, émission présentée par Nouradine Agne. Le 5 juin 2005, la date est symbolique, était inaugurée la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux. 10 ans plus tard, la structure va fermer en raison des baisses de dotation versées par la communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines. La mission environnement étant conservée et revenant aux médiathèques. Un collectif de soutien à la Maison de l'Environnement vient de se créer. Une pétition est en ligne depuis ce lundi. Elle a recueilli 500 signatures et symboliquement, le collectif va se retrouver ce vendredi soir devant la Maison de l'Environnement.
150 équipes de 3 personnes ont participé ce jeudi soir au Trophée des entreprises, prémisse du défi nature qui aura lieu ce week-end à l'île des Loisirs. Sur place, Michael Midoro et Élodie Moine. Les sociétés étaient en compétition hier sur l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. La 8e édition du Trophée des entreprises a réuni 150 équipes composées chacune de 3 membres. Les groupes étaient divisés en catégories hommes, femmes et mixtes. Objectif de cet événement sportif, créer du lien social dans le monde de l'entreprise. Ça permet évidemment de créer du lien entre les collaborateurs de même société, de services différents. En général, ce sont déjà des sportifs, mais pas que. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent non pas le sport pour la première fois, mais le sport de type compétition pour la première fois à travers nos raids, et qui leur permet effectivement de mieux connaître qui leurs collègues du service courrier, qui leurs collègues du service commercial, qui leurs collègues du technique. C'est également du lien entre les collaborateurs de services différents dans les entreprises de Saint-Quentin en Yvelines, et pas que, puisqu'on a quand même également beaucoup d'entreprises qui viennent de l'ensemble des Yvelines et de la région parisienne aujourd'hui. La compétition était divisée en plusieurs épreuves, course à pied, VTT, course orientation et canoë. Sur la ligne d'arrivée, les 450 participants avaient tous le sourire malgré quelques douleurs dans les jambes. Difficile forcément, on ne s'attend pas à faire autant d'efforts, mais on est fiers de représenter le vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines sur ce défi nature. Côté multisport, ludique, c'est pas très long, c'est accessible à tout le monde, c'est vraiment sympa. C'est très dur, il fait super chaud au début, heureusement qu'il y a les collègues pour motiver, mais non, sinon c'est bien, c'est rigolo. L'entreprise Fighten de Montigny-le-Bretonneux a remporté la victoire chez les hommes et chez les femmes. Dans l'épreuve mixte, la mairie de Trappes a terminé à la première place. Vu le succès rencontré cette année, une 9e édition est déjà programmée pour l'année prochaine. Voilà, et puis si vous aimez le sport, n'oubliez pas le défi nature, c'est samedi et dimanche à l'île des Loisirs à Trappes. Ce samedi et ce dimanche, c'est également le festival Alternativa à la Verrière, le festival de toutes les alternatives. Et pour en parler, Charlotte Dacunha, bonsoir. Bonsoir. Un plateau avec nous, 2 jours de festival. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment est née Alternativa? Alors Alternativa, il y a une histoire avant la Verrière. Oui, bien sûr, il y a une histoire avant la Verrière. Alternativa est née à Bayonne en 2013 sous l'impulsion de Stéphane Hessel qui a voulu montrer qu'on pouvait proposer... L'auteur de Indignez-vous, qui a voulu montrer qu'on pouvait proposer des alternatives positives au changement climatique. Et la grande différence, c'est qu'on ne veut pas faire de l'environnement punitif, mais évidemment de montrer des alternatives positives, comment mieux vivre dans notre société et par rapport à l'environnement. Alors ce week-end, ça a lieu à la Verrière, mais c'est aussi partout en France et même en Europe. C'est partout en France et en Europe. En fait, depuis ce lancement à Bayonne, on voit des alternatives être créées un petit peu partout en France et en Île-de-France et en Europe, notamment en Belgique et dans d'autres pays européens. On est le premier Alternativa Île-de-France. Il y aura Sud Paris en octobre. Et on aura aussi dans le sud Yvelines, du côté de Rambouillet en septembre. Rambouillet en septembre, début juin du côté du Nord-Essonne. Donc Alternativa Nord-Essonne début juin, et le nôtre qui est donc ce week-end et qui va être un gros événement sur la Verrière, mais qui est un événement pour toute la communauté d'Aglo, évidemment. Tout à fait. On est à quelques mois de la 21e conférence sur le climat. Qu'est-ce que vous attendez de ce type de festival ? C'est réveiller un peu les consciences. Oui, on est sur du réveil de conscience. On est aussi sur la démonstration que la société civile est toujours engagée. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à oublier avec la crise notamment que l'environnement était important, que la société civile, que les citoyens, que les personnes lambda trouver toujours ce sujet important et de montrer que les collectifs de citoyens étaient toujours là, étaient motivés pour organiser des gros événements tous ensemble. Parce qu'Alternativa est un collectif d'associations du territoire. Et pourtant, quand on écoute les derniers sondages, les gens s'intéressent de moins en moins à l'environnement. Ils sont assurément plus préoccupés par les problèmes d'emploi. Mais oui, c'est pas incompatible. Ce que je disais, c'est pas incompatible. En fait, ce que nous, on cherche à prouver aussi, c'est qu'on peut vivre mieux avec moins d'argent et que donc, finalement, s'intéresser à l'environnement, c'est aussi s'intéresser à notre façon de vivre et à notre rapport à la consommation et qu'on peut vivre mieux avec moins. Alors, ce week-end à la Verrière, vous attendez 5000 personnes ? Oui, j'espère. Il y a 12 thèmes qui ont été retenus comme l'éducation, l'économie, donc les transports, l'énergie, l'habitat. Et vous proposerez à la fois des conférences, des concerts, mais aussi des ateliers pour qu'en fait le citoyen devienne acteur. Oui, l'objectif, c'est de rendre le citoyen acteur sur tous ces thèmes-là. On a aussi des thèmes agriculture, on a aussi un marché fermier. Et l'objectif est de prouver aux citoyens, d'expliquer aux citoyens des façons de mieux vivre au quotidien en consommant moins. Donc on a des ateliers sur la production d'énergie, sur la démocratie aussi. On a un quartier démocratique qui montre comment on peut être acteur de sa citoyenneté en éducation, comme vous l'avez expliqué, sur des modes de puériculture ou même d'éducation et même
surtout d'éducation alternative. Et en agriculture durable, effectivement, qui est quelque chose qui est mieux connu, le citoyen pourra se rendre compte qu'il peut, à son niveau, faire des choses en étant un citoyen et un consommateur, et non pas un simple consommateur. Un consommateur. Mais un consommateur qui peut être adulte et enfant aussi. Hein. Les enfants sont les bienvenus à Alternatiba. Il y a des choses qui sont vraiment réservées pour les enfants. On a effectivement des choses réservées pour les enfants. On a un quartier éducation qui n'est consacré qu'aux enfants et à leurs parents, hein, évidemment, donc avec des ateliers d'éducation à l'environnement, des ateliers sur la relation parent-enfant, des ateliers sur la communication non violente, sur l'éducation non violente, sur les modes de pédagogie alternative, et puis sur tout le festival, en fait, on a des animations enfants, en agriculture, on a des animations sur les abeilles, en énergie, il y a des animations sur la fabrication d'éoliennes, on a en démocratie, alors c'est un peu moins pour les enfants, mais les enfants peuvent participer aussi sur la rédaction d'articles de Constitution. Donc voilà, il y a tout plein les d'ateliers. enfants peuvent aussi rédiger des petits articles. Et on accueille évidemment le Conseil municipal des jeunes de la ville de La Verrière. Tout à fait. Un petit mot aussi sur les bénévoles. Je crois qu'il y a 200 bénévoles mobilisés pour ces 2 jours et vous recherchez encore du monde. Alors si les gens sont intéressés, ils peuvent venir directement à La Verrière pour proposer leurs services. Tout à fait. Au dernier décompte, on était à 220, mais il nous manque encore beaucoup de gens, notamment pour la restauration. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ou ce soir, hein, pour finir d'installer les barnums et les installations, donc si les personnes veulent si vous n'avez pas peur du vent et des orages, mais demain et après-demain, il fera très très beau. C'est toujours possible. Est-ce que l'entrée du festival est gratuite ou il y a des animations qui sont payantes? Tout est gratuit. Tout est gratuit, tout est ouvert. C'est un village, on est au cœur de la ville de La Verrière et en fait, toutes les rues restent ouvertes. Les gens peuvent accéder par là où ils ont l'habitude d'accéder. Tout est ouvert. Et combien de temps pour mettre en place tout ce festival? Parce que quand on entend 220 bénévoles, on se dit que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je vous remercie d'ailleurs d'être en plateau avec nous ce soir parce que je sais que vous êtes en train de monter les équipements et que c'est pas simple. Ça fait 1 an et demi en fait qu'on est dessus. Alors, pas à plein temps, hein, mais ça fait 1 an et demi qu'on y réfléchit. Et depuis 2-3 mois, ça s'est intensifié. Et ces dernières semaines, c'est beaucoup de gens à plein temps. Est-ce qu'il y aura une suite après l'Alternatiba de La Verrière? On sait qu'en septembre, il y aura un Alternatiba à Rambouillet. Il y en aura aussi un dans le centre des Yvelines, toujours aussi au mois de septembre. Mais est-ce que pour l'Alternatiba de La Verrière, il est prévu une suite? Est-ce qu'il est prévu avoir un compte rendu ou quelque chose? Oui, on fera de toute façon. On pense faire. On va prendre des images filmées donc pour faire une suite, pour pouvoir documenter un petit peu cet événement. Et il y a aussi une suite parce qu'on a le Tour Tandem qui se lance aussi aujourd'hui à Bayonne. Donc ça sera aussi un tour qui va passer dans toutes les villes de France pour promouvoir ces alternatives positives. Donc ça, c'est une suite. Et puis la coordination européenne Alternatiba va chercher à donner une deuxième vie à toute cette impulsion, à toute cette énergie citoyenne pour créer des projets durables d'alternatives positives. Et vous, Charlotte Dacunha, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce festival? C'est pas une question piège. Hein. Non, ça va. C'est un sujet qui m'intéresse. De toute façon, le changement climatique et les changements environnementaux m'intéressent depuis très longtemps. Et je trouve que c'est une belle façon de prouver aux politiques qu'on est impliqué, qu'on réfléchit. Il y a les scientifiques qui travaillent beaucoup sur les changements climatiques. On a d'ailleurs l'avant-conférence scientifique qui se passe en juillet à Paris aussi, donc, où des scientifiques parleront de l'évolution du climat. Mais je pense que le citoyen a aussi son mot à dire et doit influencer. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 7-8 juillet. Je vous laisse repartir à La Verrière pour continuer les préparatifs. Le festival, c'est donc ce samedi et dimanche à La Verrière et tout est gratuit. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Ce jeudi, la commune de Plaisir a signé un partenariat avec la Ligue de l'enseignement pour renouveler la fonction d'un médiateur famille, principalement tourné vers le quartier du Valibou. Le médiateur fait le lien entre famille, enfants, établissements scolaires de la commune. Mélanie Poquet, Anna Réménez. Créer du lien entre le scolaire et les familles, expliquer l'importance de l'école, c'est le but du médiateur famille. Le médiateur est quelqu'un qui rapproche entre 2 personnes. C'est quelqu'un qui est formé pour la neutralité, impartialité et l'écoute. Le médiateur est celui qui aide les gens à trouver leurs propres solutions. Ce n'est pas quelqu'un qui propose, ce n'est pas quelqu'un qui impose. Ma mission, c'est de rapprocher l'école et la famille. J'aide les parents, comme je dis, à avoir la culture de l'école. Pour la plupart des parents qui sont ici n'ont pas la culture de l'école, c'est-à-dire la culture de l'école moderne. Présent depuis 2008, le médiateur travaille principalement avec les familles du Valibou, quartier en réseau d'éducation prioritaire. Ça fait partie de notre politique de la difficulté de ce quartier avec nos différentes ethnies et qu'il est bien pour la sociabilisation et l'intégration de nos enfants.
Nous, comme l'éducation nationale, nous ne pouvons pas rentrer dans les familles, si je puis dire. Donc quand nous avons des enfants ou des adolescents en difficulté, ça permet, si je simplifiais, de frapper à la porte des familles et de pouvoir voir quelles problématiques on pourrait résoudre ensemble. Le secteur du médiateur concerne 3 écoles maternelles, 2 élémentaires et le collège Blaise Pascal. Et je vous propose maintenant un retour sur l'actualité de la semaine écoulée. D'abord, on va parler innovation, une plateforme technique ouverte à la communauté scientifique, mais aussi aux entreprises. Une plateforme pour intégrer et tester des équipements embarqués destinés à étudier l'espace et la Terre. La PIT, c'est son nom, a été inaugurée jeudi dernier au sein de l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, basé à Guyancourt. Visite guidée avec Patrick Jacques de Dixmude. Ce que vous voyez là est une cuve à vide thermique. Pour les non-initiés, cela ne veut pas dire grand-chose. Et pourtant, dans cette cuve, on peut simuler à la fois les conditions des très hautes atmosphères, que ce soit au niveau spatial ou martien, un outil unique en France. On peut reconstituer quasi parfaitement l'atmosphère qui règne sur Mars et y tester les futurs instruments spatiaux qui partiront sur Mars. Il y en a très très peu dans le monde qui peuvent simuler l'atmosphère martienne. Un peu plus loin, ce que l'on appelle un pot vibrant qui lui sert à tester les différentes parties des satellites pour vérifier, lors de leur lancement dans l'espace, qu'ils supporteront bien les vibrations. Actuellement, l'on peut voir en essai une antenne pour un radar martien. Ici, des bouées instrumentées qui seront déployées dans l'océan Arctique dans le cadre de l'étude du changement climatique. 25 seront assemblées sur site. Là, encore une autre innovation, un mur d'images immersif. Ce mur sert actuellement à faire de la modélisation 3D et du tracking avec des données qui viennent de différents laboratoires. En ce moment, l'étude d'interaction des vents solaires sur le champ électromagnétique terrestre. L'aspect 3D et le tracking, ça permet de s'immerger vraiment dans un modèle. Quand on a un écran, un petit écran de PC, de bureau ou même d'ordinateur, on n'a pas la notion vraiment, on n'a pas le rendu, autant de rendu que dans le réel. Là, on est vraiment, c'est comme si on se baladait dans l'espace et qu'on peut plonger à l'intérieur. Ça donne vraiment une nouvelle vision de la modélisation et ça permet d'en déduire beaucoup plus de choses. Un mur interactif dédié aux chercheurs, mais pas seulement. Les entreprises peuvent également l'utiliser. C'est le cas de cette start-up saint-quentinoise qui utilise le MIR dans un but de mise en scène immobilière. Là, on peut modifier les couleurs, là où la croix devient verte. Donc je peux me déplacer dedans. Le mur est à disposition de n'importe qui aimerait vraiment... Évidemment, le principal, c'est scientifique, mais si on peut faire des partenariats avec des start-up ou des entreprises, on est également porté à faire ce genre de choses. Opérer une synergie entre le monde scientifique et le monde industriel, une des possibilités de cette plateforme d'intégration et de services, mise donc à la disposition de tous. Ça permet non pas de faire de l'argent, on reste une plateforme académique, mais ça nous permet de limiter au mieux nos coûts de fonctionnement qui sont importants pour des infrastructures de cette ampleur-là. La plateforme aura coûté 6 millions d'euros, financée par 3 acteurs majeurs, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, le CNES et le conseil régional. Et innovation toujours depuis janvier 2015, des élèves et Courtois travaillent en classe avec Nao, un petit robot humanoïde. Une manière ludique pour faire découvrir donc la robotique aux enfants tout en travaillant de nombreuses notions scolaires. Et plusieurs classes d'établissements de la commune se sont rassemblées pour présenter leur travail. 4 plus 3. 11. No, it is incorrect. Retry. 7. Excellent. Thank you. Difficile à croire, mais cette interaction, ce sont les enfants eux-mêmes qui l'ont créée. Cette classe de CM2 de la commanderie travaille avec Nao depuis le mois de mars. On va faire une correspondance avec Malte pour apprendre l'anglais et on a fait un programme, mais sauf qu'on faisait parler Nao en anglais ou en français, les deux à la fois. Pour les gestes, on a tout fait de nous-mêmes avec des timelines, c'est pour le faire bouger nous-mêmes, enfin pour par exemple lever la main à droite, gauche. Nao, c'est ce petit robot humanoïde de 58 cm de haut, développé par une société française. 3 d'entre eux, achetés par la commune, circulent entre 6 groupes scolaires et Lancourtois, de la maternelle au lycée. Près de 300 enfants sont concernés. Le projet a été développé en partenariat avec la direction académique numérique et l'éducation nationale à travers Canopé.
Le projet informatique dans les écoles, numérique dans les écoles, pour nous, date depuis plus de 10 ans. Et donc, l'aboutissement nous a semblé clair il y a à peu près 2 ans, quand le robot Nao est sorti, avec des applications éducatives. Et ça nous a paru évident de le mettre dans les écoles et les collèges, et les lycées du coup, pour permettre aux enfants d'acquérir les compétences de codage informatique. On a voulu aussi donner envie aux enfants de pouvoir avoir accès à ce robot Nao pour avoir plus d'enfants qui aient envie d'aller vers les sections scientifiques. Côté notions, mathématiques, programmation, français, anglais, mais pas seulement. Ça leur a permis vraiment de comprendre que tout ce qui nous entoure aujourd'hui ne fonctionnerait pas sans la main de l'homme quand même, hein, puisque là effectivement ils ont bien vu que pour une ou plusieurs questions, ça leur prenait quand même beaucoup de temps. Donc si on imagine pour tout ce qui est autour de nous, effectivement, beaucoup de travail. J'aimerais encore plus savoir de choses parce que je comprends pas tout et peut-être être dans le métier. Avec Nao, on peut aussi s'amuser, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a l'œil. Voilà, ça peut peut-être créer des vocations. Jusqu'au 7 juin se déroule la quinzaine régionale de la sécurité routière. À travers plusieurs opérations, la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines sensibilise à la protection des usagers. Lundi, un atelier sur la thématique piéton était organisé à Versailles. Yolène Torres, William L. Vous êtes sur le trottoir, vous êtes sur le trottoir, vous faites des dérapages, vous traversez là-bas les pieds presque sur le guidon, tranquille. Pour nous, vous n'êtes pas en sécurité, vous mettez les autres en danger. D'accord ? Ce jour-là, sur la place du marché de Versailles, pas de sanctions, juste de la prévention. Dans le cadre de la quinzaine de la sécurité routière, une opération de sensibilisation était organisée hier. Objectif, repérer des piétons qui ont des comportements dangereux. Dans les esprits, on va penser que le piéton est prioritaire. Malheureusement, il faut bien comprendre que dans le rapport poids-puissance, c'est toujours le piéton qui va perdre. J'ai rarement vu un piéton s'en sortir et que ce soit l'automobiliste qui soit gravement blessé, si vous voyez ce que je veux dire, en cas de collision. Sur cette zone de sécurité publique des Yvelines, 8 piétons ont trouvé la mort sur les 28 personnes tuées sur la route l'année dernière. C'est moins qu'en 2013, avec 10 piétons sur 31 tués. Ils traversent à des endroits où ils ne devraient pas, ils sont distraits par leur téléphone portable ou leur musique dans les écouteurs. Les piétons ne sont pas exempts des comportements à risque, ni des problèmes d'alcool ou de stupéfiants. Pourtant, la seule sanction qu'un piéton encourt est une amende de 4 €. Alors ça existe, sachez-le, mais ça n'a pas forcément une valeur suffisamment pédagogique pour marquer les esprits du piéton qui aura traversé là où il n'aurait pas dû le faire, se mettant lui-même en danger, et puis aussi provoquant un danger pour les autres usagers de la route, puisqu'on s'en doute bien que quand on conduit soit son véhicule, soit sa moto de manière tout à fait normale, qu'un piéton vienne se jeter sous vos roues ou que vous veniez à percuter un piéton parce qu'il traverse n'importe où, c'est également extrêmement traumatisant. Je ne savais pas au niveau de l'amende, mais l'amende est tellement minime pour les piétons, 4 €, on ne risque pas d'être dissuasif. Par contre, c'est 135 si on est engagé pour la voiture. Si on est engagé au passage piéton qui ne respectent pas, mais bon, il faut les arrêter, il faut qu'il y ait la police à ce moment-là. Aujourd'hui, dans le cadre de la quinzaine de la sécurité routière, on fait une opération alternative à la sanction. Je vous ai proposé ou d'être sanctionné ou de venir ici écouter un petit peu un rappel des règles. Hier, la direction départementale de la sécurité publique arrêtait aussi les usagers de la route au comportement dangereux. En 2015, dans l'ensemble du département des Yvelines, au 12 mai, déjà 14 tués, dont 3 piétons. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. Retour de l'information en direct lundi à 18 h. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Week-end présenté par Yolène Torres. Je vous souhaite un excellent week-end.